Et vous, vous avez été là dans la semaine, le samedi passé. Vous avez suivi quand même un peu de ce qu'on a parlé. J'espère que, et la vidéo aussi, mais je vais manquer l'enregistrement. J'ai fait un enregistrement rapide à la dernière minute pour ne pas laisser passer une semaine sans pour autant avoir enregistré quelque chose. Mais cette semaine, je pense que je ne vais pas manquer ça. On a parlé le, on a parlé de l'introduction à l'entrepreneuriat et la conclusion de cette leçon que j'ai préparée pour le samedi dernier, on avait parlé sur la résilience et la persévérance. Très important. Quand on est entrepreneur, mes chers amis, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Il faut s'attendre à beaucoup de choses. Yeah. Il faut s'attendre à beaucoup de choses, mais il faut rester à sa place. La persévérance, l'endurance, tout ce qui peut vous donner, c'est-à-dire que de garder la résistance, c'est très important. Ce n'est pas facile. On est toujours porté à dire, bon, moi, je vais faire de l'argent. Et oui, tu veux faire de l'argent. Je vais être bien. Oui, tu peux être bien. Mais ça prend des sacrifices, des fois des sacrifices énormes. Pas des sacrifices dans le sens de prendre, de vendre sa soeur, son frère, ses enfants pour devenir riche, mais des sacrifices dans lesquels tu donnes ton temps, tu donnes ton intelligence, tu travailles pour les autres, tu trimes fort pour arriver à atteindre les objectifs. Donc, nous avons parlé de ça, nous avons parlé comment on est confronté à de nombreux défis et des revers aussi tout au long de notre parcours comme étant entrepreneur. Mais il possède souvent la résilience et la persévérance nécessaires qu'il nous faut pour continuer à apprendre pendant les échecs, qu'il n'existe pas les échecs. Dans certains livres, dans certaines choses que j'ai lues, il n'existe pas des échecs. On apprend plutôt pendant ces temps-là. C'est très important de mettre ça dans la tête que pendant les temps que les gens disent, par exemple, que non, voilà, il a échoué. Non, on n'échoue pas. On fait plutôt comme un, on fait comme ça fait un choc que, oh, j'ai pas eu les résultats que je cherchais, mais j'ai appris quelque chose. Des fois, on dit reculer pour mieux sauter. Ça, c'est aussi quelque part la façon de se donner encore une autre chance de bonne manière. Alors, cette semaine, on va parler aussi de la même chose. Je vais revenir dans le principe que j'ai mis comme programme pour ce programme ici d'initiation à l'entrepreneuriat, mais la leçon de base que nous allons mettre en l'emphase aujourd'hui, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. L'adaptabilité et la flexibilité. Ça, ce sont des choses qu'un entrepreneur, si vous n'aviez pas ces qualités, essayez de faire en sorte que ces qualités-là rentrent en vous. Très important. Les entrepreneurs sont des gens qui doivent s'adapter à beaucoup de choses, à des situations dans leur mission et avoir aussi une ouverture à des changements qui peuvent intervenir. Quels sont ces changements, par exemple? Moi, je vis ici au Canada. Si je dis, ben, écoutez, mon ami Mamadi est là, je vais descendre. On a un business à faire, par exemple, au Sénégal, peu importe, à Dakar ou bien où j'arrive, je ne vais pas commencer à aller imposer d'avoir la même situation que je vis ici au Canada chez moi, là où je vis. Non, je dois m'adapter à la situation que je vais trouver les personnes sur le terrain. On dit, mais nous, on va manger, on est par exemple, on mange à table et puis on mange, ou bien alors on mange assis à terre et puis je vais m'asseoir avec vous comme ça. Je vais avoir à partager l'essence de la vie, connaître la situation ensemble pendant qu'on mange, c'est le social qu'on partage et en ce moment-là, c'est comme une communion que nous sommes en train de faire. Ça nous rapproche, les énergies ensemble pour travailler dans le même projet.
Mais si j'arrive dans un contexte où je me dis, ben, écoute, moi, je vais prendre, mais vous asseyez-vous là-bas à terre, et puis moi, je vais m'asseoir à table et je vais vous regarder, l'œil en bas. C'est comme si je me moquais de vous et vous n'allez pas me prendre comme un partenaire sérieux. Donc, ce sont des choses qu'un entrepreneur doit comprendre, l'adaptabilité, la flexibilité. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a tant d'autres que quand vous arrivez à faire table ensemble pour discuter, il faut comprendre le langage de l'autre, les signes. Tout ce qui est de vous, c'est d'être ensemble, la collaboration et l'honnêteté. Ensemble, vous allez travailler ensemble. Vous allez mettre tout, ça doit être, c'est comme une communion là. Vous voyez? Alors, faisons un peu, ça c'est dans la conclusion que je vais plus revenir pour taper dessus, mais de ce que je vois, de ce que j'ai préparé ici, gardez-les en tête. Le parcours que je fais, par exemple, c'est un petit module que je répète chaque jour, mais avec l'esprit de ce que j'adapte par rapport à la conclusion au sujet du jour. Introduction à l'entrepreneuriat. Au départ, on avait parlé de la définition. On a fait la définition de ça. Il y a des vidéos, toute première vidéo, il y a la définition qui est là. Vous pouvez regarder et il y a quelques thèmes, c'est-à-dire chaque raconte que nous allons faire, il va y avoir des thèmes que nous allons développer. Nous allons commencer à parler pour mettre un peu ensemble ce que ça représente pour nous, ou bien les valeurs que ça représente dans ce programme ici, les concepts et les théories qui sont dans l'entrepreneuriat. Et à ça, on a parlé, j'ai mis dans le tout début les aspirations. Les aspirations. Quelles sont les aspirations que nous avons en nous dans ce programme ici? Il est très important à remarquer, à comprendre l'importance que ça donne dans la société, dans notre société, dans nos sociétés. Parce que si on parle seulement de nous, c'est parce que moi je parle de nous, c'est parce que je sais que dans les gens, la majorité qui regardent, qui suivent ça, nous sommes une personne. L'Africain est la même et nous voudrions avoir notre façon à nous de pouvoir se développer. Nous devons bâtir cette philosophie-là à notre manière, pas à la manière que les autres nous ont comme fait comprendre qu'il fallait apprendre une autre civilisation. Nous étions déjà civilisés avant que le colon arrive chez nous. Et maintenant, avec notre conscience, si nous prenons ça au sérieux, tout ce qu'ils nous ont donné comme histoire, il y a possibilité de se révolter sans se battre avec des coups de poing. Il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité de le rejeter. J'écoutais Ousmane Soko, son discours de ce qu'il a parlé, et j'ai dit, ben, les gars, ils parlent très bien l'anglais d'abord, hein, félicitations. Ils parlent un anglais très remarquable, et puis ils parlent aussi de ce qui est comment les gens nous ont trouvés comme, c'est comme, ils nous ont amadoués comme si on était toujours des bébés, et ils veulent contrôler partout. Et ce discours-là m'a pointé, m'a dit, écoutez, ça c'est le moment où jamais où l'Africain doit prendre sa conscience, c'est le temps que ça se passe de notre génération ici. Puis c'est après cette génération ici, les enfants, nos petits-enfants doivent vivre la liberté que nous n'avons pas connue depuis l'époque coloniale, la colonisation et l'époque précoloniale. Donc, voilà un peu, ce sont ces aspirations-là que moi, je pense que c'est très important de bâtir d'abord une bonne société et avec cette une importance capitale. Et nous allons faire de ça, nous allons créer des opportunités qui vont nous faire en sorte que nous puissions devenir encore beaucoup plus indépendants. Comment nous allons devenir indépendants? C'est par rapport à la création des emplois. Nous n'allons pas nous attendre toujours que les autres viennent nous donner, comme il y a eu un temps dans les années 80-90, ils parlaient plus des dons.
C'est-à-dire, il fallait que nous, on vive des dons de ce qu'eux, ils vont nous apporter, ce que les autres devaient nous apporter. Complètement ridicule. Alors que nous avons les atouts chez nous pour créer ces mêmes emplois avec nos propres ressources et faire de ça une fondation, comme une fondation de base qui va faire que nos enfants, nos petits-enfants vont continuer avec des bases solides. Hein. Nous, par exemple, à ces temps-ci, nous avons la possibilité d'avoir des connaissances, d'acquérir des connaissances partout dans le monde avec la technologie de l'information. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous débarrasser de ce qui nous dérange, de ce qui a fait toujours de nous comme étant des arriérés. Et ces expériences-là, nous allons les transmettre à des générations qui va faire que ça va agrandir, ça va croître leur mindset. Parce que nous-mêmes, ici, présentement, de ce que nous sommes en train de faire même aujourd'hui, moi, je pense que c'est parce que nous avons les mindsets, le focus. Notre cerveau commence à s'ouvrir. Nous ne sommes pas encore beaucoup. La preuve en est que dans ce programme ici, il y a des gens qui sont là, ils vont venir, ils vont écouter, il y en a qui vont écouter les vidéos et tranquillement, c'est comme ça que nous allons encore recruter d'autres qui vont nous joindre plus tard un jour. Et c'est ça, ce sont là que moi, ce sont ces choses-là que moi j'appelle, ce sont des inspirations pour donner l'espoir et créer aussi d'autres moyens que nous allons nous battre avec ça. Il y en a qui parlent de l'africanisme. Donc, c'est aussi, c'est des philosophies qui ont commencé depuis longtemps, mais sans pour autant être mis à l'épreuve ou bien en pratique. Et souvent, on parle, quand on fait des peu que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui nous attire plus? C'est de l'argent, money. L'argent, c'est pourquoi l'argent? Parce que nous sommes conditionnés mentalement par tout ce qui se passe. On a besoin de l'argent. Veut ou veut pas, on a besoin de l'argent. L'argent est bon. Et j'aime pas attendre quand les gens disent, par exemple, oh, l'argent, c'est toujours, c'est pas bon. Non, si tu vois que l'argent n'est pas bon, c'est parce que tu as un problème. Et ça va être difficile pour toi de gagner de l'argent. Il faut aimer l'argent, faire l'argent, mais savoir plutôt comment faire, comment utiliser l'argent, ça, c'est autre chose. Beaucoup de gens, quand ils deviennent, ils disent, quand ils ont l'argent, ils deviennent fous. C'est parce qu'ils n'ont pas appris comment utiliser l'argent. C'est quoi l'importance de l'argent? Il ne faut pas laisser l'argent manipuler votre conscience. Si l'argent commence à manipuler votre conscience, c'est fini. Vous devenez un corrompu ou alors vous devenez un fou qui va commencer à faire des bêtises et sur bêtises parce que vous avez l'argent, vous pouvez aller créer encore d'autres problèmes. Non, l'argent, c'est de l'énergie. L'énergie qui va vous servir de partir d'un point A au point B et d'un coin à l'autre. C'est ça la valeur de l'argent. L'argent, ce n'est pas autre chose. Vous pouvez avoir de l'argent. Si vous ne vous dites pas aux gens que j'ai l'argent, ils ne vont pas le savoir. Et c'est quand vous allez, la manifestation, plutôt quand vous allez commencer à faire des choses, c'est là que les gens vont voir que vous avez l'argent à construire, à bâtir. Ne vaut pas juste sur le plan personnel, vaut aussi sur le plan communautaire. Donc, l'argent va vous respecter encore plus. Et de toute façon, l'argent a toujours un effet par rapport à la société. Il y a des classes sociales de vie que nous avons toujours et de temps en temps, on en parle. Il y a des gens qui parlent, qui disent ils sont riches. Bon, ils veulent se côtoyer entre eux. Ils veulent créer les classes sociales différentes comme c'était avant, des castes, ainsi de suite. Mais c'est pas vraiment ça, c'est qu'on voudrait voir dans notre société. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que ça soit ça. J'aimerais plutôt voir que les gens vivent comme étant une société de ce qu'on avait, comme on prétendait avant que l'Afrique, c'est le social. Les gens sont socialement bien éduqués, bien, c'est-à-dire socialement. D'ailleurs, on était des gens très sociables. C'est pourquoi on a accueilli tout le monde dans le monde. Et l'argent aussi conditionne notre environnement. Notre environnement, et puis si on veut vivre bien, on doit savoir quel environnement avons-nous et s'adapter par rapport à ça. La famille,
Il y a des familles, c'est-à-dire qui sont aisées par rapport à l'argent. Il y en a qui sont aisées juste par le nom d'entendre parler de ce qu'ils ont déjà eu avant, de ce qu'ils possèdent comme biens, par exemple, comme des terres, ainsi de suite. Les amis et l'entourage, nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure parce que ça fait partie de l'influence qui donne au pouvoir aussi d'achat que nous avons, que nous possédons. Que pensons-nous vraiment de l'argent? Posons-nous nous-mêmes la question par rapport à savoir c'est quoi, qu'est-ce que l'argent pour moi? Et ce que je viens de dire ici, l'argent, c'est l'énergie. Mais c'est pour vous, vous voyez comment vous voyez l'argent. Posez-vous la question et puis vous allez voir que si vous aviez pensé peut-être d'ordre différemment, essayez d'aller faire encore d'autres recherches par rapport à ce qui concerne l'argent. Vous allez voir que l'argent n'a pas vraiment la valeur de ce que d'autres, ceux qui comprennent mal l'argent, qui font peut-être la décoration de leur compte bancaire à place de mettre l'argent en circulation, faire des choses, bâtir des choses, créer des emplois, bon, vous allez encore faire plus d'argent. Il y a moyen de le faire avec l'esprit de l'entrepreneuriat. Si vous avez cette piqûre-là, vous n'allez pas mettre l'argent à la banque comme décoration, ou bien alors vous allez mettre l'argent à la banque pour nourrir que les banquiers. Si vous avez regardé, ceux qui ont eu la chance de regarder la vidéo que j'ai fait, parce que j'avais eu beaucoup de demandes sur la blockchain et de faire ça là, j'ai fait une petite différence de ça, de voir que les banques, les banques conventionnelles que nous avons, c'est, c'est comme si c'était des arnaques. Ils vivent avec de l'argent des contribuables, des gens qui mettent de l'argent dans la banque, c'est-à-dire ils nourrissent les banquiers d'abord, et eux, ils vivent comme des petits riens, vous voyez? Alors qu'avec la décentralisation, le système de, de la monnaie, de la crypto-monnaie, c'est décentralisé. D'abord, vous avez la protection de vos informations. C'est parce que vous ouvrez un compte par vous-même, vous mettez les informations de vos identités par vous-même. Il n'y a personne qui va les fouiller, ces identités, et ça reste à vous. Et à chaque fois que vous allez déposer vos crypto-monnaies ou bien votre argent là, il n'y a personne qui saura ce que vous avez, ce que vous possédez comme un montant d'argent. De l'autre côté, avec le système existant, donc vos informations d'abord sont gérées par les banquiers et les gouvernements. Ensuite de ça, la personne qui vous sert au comptoir peut aussi savoir de tout ce que vous avez comme avoir dans cette banque-là. Ça devient, la vie devient ça. Pour vous, c'est comme si on s'exposait devant tout ce monde-là pour passer comme un, bon, de toute façon, ils vous connaissent. Il n'y a pas de vie privée avec les systèmes, les systèmes bancaires actuels. Donc, ce sont là des différences que vous allez voir par rapport à un mode de vie que nous commençons déjà cette phase-là avec la technologie de l'information, avec la blockchain, ça va faire la différence que vous allez protéger vos informations par vous-même. Il n'y a personne qui va vous demander de divulguer vos informations si vous ne voulez pas. Donc, voilà un peu. Alors, l'argent, il est bon, il faut l'accepter et posez-vous aussi comment nous dépensons notre argent, ça c'est à vous de le savoir, et nos habitudes de vie, les fréquentations de tout ce que nous avons et quels sont les modèles des personnes que nous, on peut faire aujourd'hui pour suivre, pour dire que moi, je veux par exemple être comme telle personne. Est-ce que vous voulez devenir un riche comme d'autres le font, des politiciens, quelqu'un qui était juste donc un simple comme ça, il arrive en politique et puis il se dit qu'il est devenu riche. On ne devient pas riche dans la politique, malheureusement, bizarrement, et beaucoup de gens, surtout en Afrique, sont devenus riches en faisant la politique. Donc, si vous avez quelqu'un qui a fait ça, c'est-à-dire que c'est un voleur. Je prends carrément la déclaration de Laurent Gbagbo comme étant
la meilleure. C'est-à-dire, si tu veux faire de l'argent, rester dans les affaires, devenir entrepreneur, un business person. Là, personne ne va juger, c'est par vos propres efforts. Mais l'argent qui est pour le gouvernement, c'est l'argent des contribuables, la fonction publique, c'est pour l'intérêt public. Vous avez qu'un simple petit salaire, vous allez vivre avec votre salaire, et ce qui n'est pas vrai que votre salaire va vous faire devenir riche. Mais bizarrement, ils deviennent plus riches, pas avec leur salaire, mais avec l'argent qu'ils trouvent dans les comptes de l'État. Alors, dans ce programme, moi, je pense que si vous voulez comprendre vraiment l'essentiel, la base de ce qui concerne l'entrepreneuriat, moi, je vous dis, j'ai envoyé ce livre et ça, le livre ici, Rich Dad Poor Dad, Père pauvre père riche de Robert Kiyosaki, que j'appelle les ABC de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un excellent livre, c'est un classique qu'il a vendu des exemplaires, vous ne pouvez pas savoir. Je n'ai pas les chiffres complets aujourd'hui. Peut-être le samedi, je vais venir avec les chiffres. Combien d'exemplaires ont été vendus? C'est incroyable. Il n'est pas gros, mais il est suffisant pour comprendre l'essentiel dans l'entrepreneuriat. Dans la société, dans le monde entier, le système est conditionné. Nous sommes conditionnés par tout ce que nous sommes en train de faire, par tous les moyens. Et ce livre-là, il m'a aidé beaucoup à comprendre beaucoup de choses et savoir aussi que les riches ne travaillent, dans la toute première leçon, vous allez trouver qu'il parle de les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça fait vibrer ceux qui n'ont jamais entendu. Les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent, mais ils travaillent pour quoi? Mais les riches travaillent pour une raison ou bien pour une cause. Alors, si vous voulez gagner de l'argent, ne travaillez pas pour l'argent. Ça fait bizarre, mais c'est une réalité, c'est vrai. Mais si vous travaillez plutôt pour une cause, une raison, je vous garantis une chose, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais vous allez faire beaucoup d'argent. Faisons une parenthèse. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, par exemple, ont travaillé, par exemple, toute leur vie dans l'humanitaire. Je ne vais pas faire la publicité de ces compagnies. Je vais dire, ben, je vais citer quand même les noms. La compagnie, par exemple, comme un Croix-Rouge. Les amis, les gens qui travaillent dans la Croix-Rouge internationale, je dirais, par exemple, voyagent beaucoup. Et ils dorment où? Ils dorment dans les grands hôtels. Ils voyagent comment? Ils voyagent en bateau, ils voyagent par avion, avec des belles voitures, et souvent, ils sont partout dans le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ces gens-là, quand ils prennent leur retraite, beaucoup ont plus d'argent que les gens qui ont travaillé toute leur vie à salaire ou bien même avec pour eux-mêmes. Alors qu'on dit que ces gens-là qui travaillent pour l'organisme que je venais de mentionner tantôt, on dit qu'ils n'ont pas, ils disent qu'ils n'ont pas de salaire. Ils ont plutôt des petits monuments qu'on leur donne comme des subventions, quelque chose comme ça. Et ces subventions, ils deviennent comme étant des revenus importants. Regardez comment et pourquoi. Parce que même si on leur donne un petit simple 1 000 $ par mois, ils les utilisent pas. Ils n'utilisent pas ça parce que, un, ils ne payent pas les hôtels là où ils voyagent, ils ne payent pas des voitures, c'est-à-dire ils vivent comme des princes. Ils vivent avec l'argent qui est mis pour aider les gens à travers le monde, mais le peu qu'on leur donne, c'est 1 000 $ qu'on leur donne, mais 2 000 $, deux fois plus, ça s'accumule dans leur compte bancaire.
Mais entre-temps, eux, ils ont une belle vie. Ils voyagent. Voilà un peu la différence. Alors que les gens qui travaillent, pour eux-mêmes, ils ont des salaires. Il y en a qui cherchent à prendre des vacances, ils ne trouvent pas les jours des vacances, ou alors quand ils trouvent des jours des vacances, ils sont broke, ils n'ont pas d'argent. Donc, pour dire que eux qui donnent le temps pour faire le bonheur aux autres, c'est-à-dire ils donnent, ils travaillent pour une cause, pour la cause humanitaire, ils finissent toujours par faire beaucoup d'argent par rapport à ceux qui se battent pour dire que moi, je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent. Vous voyez? C'est ça la différence. Comme les Anglais ils disent des fois, you must be smart. Il faut être un peu intelligent. Tu vas mettre ton temps pour une cause qui va faire le bonheur des autres et ça va te revenir quand même. C'est comme une bénédiction quelque part. Alors, souvent, on dit pour faire de l'argent, on fait de l'argent pourquoi? Pour comment s'en sortir de la pauvreté. Et souvent, quand on parle de la pauvreté, je vais essayer de revenir encore pour expliquer à chaque vidéo que je fais, je vais expliquer encore cette partie-là. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là de la façon, quand j'avais commencé à concevoir ces programmes, je disais, la pauvreté, beaucoup de gens parlent de la pauvreté, plutôt de la pauvreté, la manifestation de la pauvreté. Ils pensent que c'est ça la pauvreté. La pauvreté, quand on parle de la pauvreté, on pose la question, par exemple, qui vous trouvez, comment vous trouvez vous pouvez savoir que quelqu'un est pauvre. Oh, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Il is broke. Il n'a pas d'argent, il n'a pas un sou dans sa poche. Il ramasse la nourriture dans la poubelle. Il ne s'habille pas bien. Chez eux, ils ne mangent pas bien. Ils sont pauvres. Mon œil, ce n'est pas ça, la pauvreté. La pauvreté, la vraie pauvreté que vous voulez savoir pour dire que quelqu'un est pauvre, c'est la pauvreté mentale. La pauvreté mentale, ça, c'est vraiment la vraie pauvreté, elle. Et sans pourtant s'empêcher de ne pas de dire que donc c'est quelqu'un qui n'a pas, ils n'ont pas assez leurs besoins de base ne sont pas comblés, ils sont pauvres. Oui, c'est vrai, c'est une manifestation plutôt de ce qui manque dans son cerveau qui fait que vous allez voir la personne est dépourvue de ses besoins élémentaires. Mais ça prend quand même du temps pour voir ça, ou des fois, ça peut se remarquer aussi rapidement. Oui. L'éducation comme telle, de ce qu'on parle aujourd'hui, l'éducation classique, je dis bien, autrefois, pendant la révolution industrielle, quand ils ont commencé l'éducation, on a commencé en Occident surtout, ils ont commencé à chercher des gens pour travailler dans différentes manufactures, ils cherchaient des gens qualifiés. Pour dire que la personne est qualifiée, il faut que la personne soit capable d'utiliser une machine dans un environnement régulièrement. Et puis, cette personne a été vue comme une personne qualifiée. Alors, pour les qualifier, donc, il fallait passer par un processus éducationnel. Donc, c'est là où on avait commencé à voir que quelqu'un qui partait à l'école, par exemple, il apprenait un métier et puis il arrivait à faire un changement. Il venait, par exemple, même dans une famille pauvre, dans une famille qui n'avait pas assez les conforts matériels. Voilà. Donc, quand il finissait ces études-là, la compagnie l'embauchait, il commençait à travailler et on voyait qu'il y avait une transformation de la famille. Ah, ah. Alors, il disait, ce sont c'était comme des objectifs. Le fait d'atteindre les objectifs à ce niveau-là était suffisant pour dire que quelqu'un qui est qualifié, qui avait fait des études, était qualifié pour commencer et il chassait la pauvreté dans leur environnement. OK, ça c'est bon. L'éducation avait il y avait plusieurs principes, ou bien plusieurs donc, critères qui faisaient que, dans un moment donné, ils ont dit non, l'éducation, ce n'est pas juste ça. L'éducation aussi, c'est pour euh,
éliminer les inégalités sociales. Voilà. Ce sont là des choses qui se montrent très clair que une fois que vous avez étudié, vous allez, même si vous étiez dans une famille moins nantie, donc votre cause commençait à être bien vue. On devenait comme on changeait de classe, on devenait dans une classe moyenne, puis on commençait à voir un peu le luxe, on se faisait, c'est-à-dire la pauvreté, on les chassait. Voilà d'où vient l'essence de comment se sortir de la pauvreté. Il fallait aller par les moyens de l'école, l'école classique, aller à l'école. Vous allez faire le tour de ces cercles-là. Une fois que vous avez terminé l'école, vous allez trouver de l'emploi et ça va donner un bonheur de fonder une famille aisée. Et après, vous allez possiblement acheter une maison, acheter une voiture aujourd'hui, mais des chevaux à l'époque. Et voilà ce que ça donnait le bonheur à l'école classique qui travaillait tellement dur pour chasser la pauvreté. Est-ce que cela est toujours de l'actualité? Je ne sais pas. Je vois pas, je ne crois pas non plus. Parce que dans d'autres sociétés, la même éducation classique est devenue comme étant une perte de temps, à mon point de vue. Et beaucoup d'autres en parlent aussi. Même ici en Occident, que ce soit en Europe, les écoles ne font jamais faillite. Et c'est devenu comme une source de revenus. Il y a des gens, il y a des pays qui se font de l'argent sur le dos des étudiants. Ils étudient pour étudier. Et même s'ils savent que quand ils vont terminer, ils ne vont pas avoir de boulot, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est une culture générale. C'est ça les discours aujourd'hui. C'est une culture générale et voilà, on forme des gens et puis les gens sont qualifiés, les gens sont éduqués, on parle de tout. Mais sauf qu'il reste que nous avons un sérieux problème dans notre société, surtout en Afrique. Moi, je considère que les universités ou bien d'autres écoles qui nous ont laissés ne valent pas vraiment ce que ça représente notre façon de pouvoir se développer. On devait comme ça se poser des questions là-dessus. On a eu des penseurs qui nous ont donné, qui nous ont livré la marchandise, mais c'est comme si on ne fait pas attention à ces genres de philosophie. Je suivais par exemple Théophile Obenga. Théophile Obenga, c'est un Congolais de Brazzaville. Quand je l'écoute, je me dis, waouh, mais pourquoi est-ce que ces genres de personnes, on ne les écoute pas? Il n'est pas le seul. Et l'autre qui est mort dernièrement, c'est un Omotunde. Il a parlé tellement de choses. Il est disparu, il est parti, et puis bon, sa bibliothèque est là. Donc, nous devons commencer à croire en nous, à croire en nous. Et parlons de l'entrepreneuriat. C'est quand je parle par exemple de ce cercle ici, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a comme une étoile. Cette étoile-là, c'est comme quelqu'un qui a un désir, le désir de vouloir faire quelque chose. Quand vous avez quelque chose qui brûle en vous, ça, c'est très important pour un entrepreneur. Puis c'est trouver un sujet, un topo, quelque chose pour soi, pour faire pour soi, prendre une décision de rester avec ça jusqu'à ce que vous allez arriver à terme de votre projet. Il y a beaucoup qui commencent mais ne finissent pas, malheureusement. Mais si vous avez ce désir-là, ce n'est pas l'argent qui va vous conditionner pour aller terminer. C'est plutôt votre désir qui va aller chercher de l'argent. Votre désir va aller chercher de l'argent dans l'entrepreneuriat, la société active. Vous allez créer vos propres activités pour arriver à atteindre les objectifs que vous cherchez. Et votre famille va respirer le parfum que vous allez créer pour eux. Voilà. Alors, quand on se donne cette mission,
il y a toujours les deux choses que moi je vois à un moment donné que beaucoup ne voient pas vraiment la différence, mais c'est quand vous expliquez plus qu'ils vont commencer maintenant à voir cette différence-là. Qu'en pensez-nous, que pensons-nous vraiment des savoirs ou savoir-faire? Les savoirs et les savoir-faire, c'est deux choses qui peuvent aller très bien ensemble, mais c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont portés vraiment juste sur les savoirs, ils vont savoir, ils vont savoir et ils vont savoir. Et tu lui poses la question, il sait, mais il ne sait pas quoi faire. Ça, dans notre société, il n'en manque pas déjà comme ça. Mais le savoir-faire, nous l'avions déjà chez nous. On n'avait pas besoin d'aller faire des études des années et des années pour commencer à faire, à produire, par exemple. Vous qui me suivez régulièrement, surtout les Africains, je dis, beaucoup vous allez savoir, vous savez de quoi je parle. Donc, chez nous, il n'y avait pas les histoires théoriques que vous allez courir. Les enfants se mettaient à la disposition de leurs parents. Ils suivaient à pas les vieux pour comprendre et reproduire ce que les autres ont déjà fait avant. C'était le remplacement des connaissances. Et c'était comme ça et nous étions bien par rapport à ça. Et depuis que l'école classique est arrivée avec l'époque coloniale, nous avons commencé à avoir des choses, par exemple, ce que nous voyons aujourd'hui. Nous, on faisait parler par le moyen des initiations. L'initiation, par exemple, on va prendre des jeunes garçons, on va les amener loin de la ville, loin du village, à un certain âge. On va les entraîner. Ils deviennent aguerris. Et quand ils vont sortir de là, quand ils étaient partis comme des garçons, ils vont devenir des vrais petits hommes. Ils vont commencer à épater les mondes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, savoir et savoir-faire, ce sont deux choses différentes. Si vous savez, vous savez comment faire, vous savez, vous savez faire, vous savez aussi, vous avez juste la connaissance. Les deux ensemble, c'est magnifique. Votre vie est déjà comme une bénédiction dessus. Alors, forme de développement. Ici, je catégorise, je vois, c'est-à-dire, je parle de façon générale, globale, ouais, de façon globale. Je me dis, les Européens se sont développés à leur manière. L'Amérique s'est développée à sa manière. Les Asiatiques, l'Asie se développe aujourd'hui en regardant de ce qu'ils sont en train de faire et aussi, ils ont leur manière de faire les choses. Mais nous, les Africains, qu'est-ce que nous avons? Que voudrions-nous rester toujours à suivre le pas des autres et puis ça, alors que nous savons très bien que c'est un monde qui est complètement, c'est-à-dire si vous laissez la place à l'autre, vous allez vous faire bouffer. On s'est fait bouffer depuis des années, des années, des années, des siècles même, et aujourd'hui, il est temps pour nous de commencer à voir les choses avec nos yeux tout nus. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons encore la chance de comparer tous ces modèles de ce qu'on a vu comme pour le développement, lesquels nous pouvons adopter. On ne peut pas refuser d'ailleurs ce qui est pour dire que on va commencer à protester contre tout ce qui s'est passé avant, les gens qui nous ont colonisés, ils nous ont fait ceci. Non, on ne restera pas dans cette époque-là. On ne va pas rester là. Il faut vite comprendre les choses et les adapter à notre manière. Voilà. Alors, je pense que pour le faire, ici, je me suis toujours inspiré de Robert Kiyosaki, qui a fait un autre livre qu'il a écrit, c'est Le Cadran. Dans ce livre ici, il a donné les quatre différentes personnalités
pour les activités d'une société active. Le E ici, ça représente employé. Le B, ça représente business owner. Les S, ça représente self-employé, c'est indépendant. Et les I, ça représente investisseur, investor. Alors, on a parlé de l'école classique. L'école classique avait comme mission, voilà, de ce qu'ils avaient dit, c'était pour éliminer les inégalités et mettre aussi des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié, par exemple, il va commencer à travailler, il va devenir indépendant et puis il va commencer à vivre mieux si même s'il était dans une famille pauvre, il va s'empêcher de ne pas rester dans la pauvreté en ayant un travail, c'est-à-dire un boulot qui va lui donner un salaire qui va garantir qu'il ne va plus retourner dans la pauvreté, dans la classe, donc, la classe des bases, là. Oui? Il va changer, il va rentrer dans la classe moyenne. Mais dans ça, il parle ici un employé, c'est quelqu'un qui vit avec un salaire qui fait que on lui donne une valeur. Une valeur, tu arrives, par exemple, tu dis, ben, moi, je vais travailler pour la compagnie X. La compagnie X dit, ben, écoute, le travail que moi, je vais t'embaucher, je pense que on te catégorise que tu vas gagner 20 dollars de l'heure. 20 dollars de l'heure, ça sonne bien pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de 20 dollars de l'heure. Ça dit, il va calculer, il dit, waouh, moi, je n'ai jamais gagné 20 dollars, 20 dollars, mais là, je vais commencer à chaque heure que je rentre ici, je vais travailler 8 heures par jour, on va me payer 20 dollars multiplié par 8, ça fait 160 dollars par jour. Wow, c'est beaucoup d'argent. Il va être content. Il dit, là, il va trouver que on lui a donné une bonne valeur. Bon, pour quelqu'un, par exemple, il a déjà gagné beaucoup d'argent, on lui donne 20 dollars par heure. Il dit, ben, moi, je paye, par exemple, ma maison, je paye 2000 dollars par mois. Et on va me calculer, on va me donner 20 dollars par heure, 20 multiplié par 8, ça fait 160, 160 multiplié par 5, ben, 560 multiplié par 4. Wow, non, 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 non. C'est-à-dire, chaque mois, je vais payer ma maison, je vais payer tout. Et qu'est-ce que je vais garder? Zéro. Donc, cette valeur-là ne lui rentre pas. Il y a une contradiction. Mais quand vous avez accepté pour travailler, vous allez vivre avec ça, ce salaire-là. C'est à vous, vous avez accepté comme valeur. Ça ne va pas changer, ça va être toujours le salaire qui va te payer à chaque fois que tu vas rentrer. Et si tu ne rentres pas, tu n'as pas de salaire. Alors, dans cette catégorie, il y a aussi les S, self-employés. Il va dire, ben, écoute, moi, je suis vraiment fatigué, je suis tanné, comme les Québécois ils disent, tanné d'avoir un petit salaire. J'aimerais travailler pour moi-même, je vais être indépendant. Et puis, voilà, cette catégorie, ça se retrouve ici. On peut trouver plusieurs personnes là. On peut trouver même des médecins qui ont dit, moi, je ne vais pas aller travailler dans le service public, je vais travailler, je vais ouvrir mon cabinet, et puis les gens vont revenir chez moi. Les avocats aussi qui sont comme ça. Il y a des avocats indépendants, il y a des cordonniers indépendants, il y a les... Bon, nommez-les. Ils peuvent être ici. Et aussi, ils ont un problème. Un problème, le vrai problème pour eux est que tu dois travailler chaque jour. Ou bien si tu as ton propre bureau qui est fait, tu dois être dans ton bureau chaque jour. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas dans ton bureau et que les gens ne viennent pas te voir, ne sont pas venus te voir, donc tu n'as pas de salaire. Ça, c'est les convénients que tu vas vivre avec ça. Tu dois toujours être présent au travail. Tu dois travailler chaque jour pour gagner ton salaire. Alors, voilà la différence entre l'employé et puis l'indépendant. Et de l'autre côté, à droite, ici, on a les B-type business owner, c'est-à-dire un propriétaire de quelqu'un qui a compris le système. Il dit, moi, je travaille
Je suis capable de travailler pour 8 heures par jour, mais est-il que les salaires, moi non. Je préfère plutôt créer un système et je vais mettre les gens qui vont travailler. Moi, je vais les payer le salaire, je vais leur payer un salaire, mais il va rester toujours quelque chose pour moi. Et avec ça, moi, je vais commencer à accumuler mes revenus. Les business persons, qu'ils soient présents ou non, si le business continue à fonctionner, lui, il a des revenus. Et en quatrième position ici, c'est investisseur. L'investisseur, c'est quelqu'un qui prend son argent, il le met comme étant l'argent va commencer à travailler pour lui. L'argent au service des personnes. Il va commencer à travailler. Tu prends des bénéfices chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Un investisseur, tout le monde peut devenir investisseur. Même l'employé peut investir. Le self-employé peut investir, le business person peut investir. Mais ça prend quoi? Ça prend le mindset. Savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête pour arriver à faire ce genre de choses. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Alors, ce petit livre-là, il a été décrit ici, vous allez voir, comme ici, employé, have a job, keep little of their return from their effort. C'est-à-dire, les petits boulots donc, que tu fais, ça, c'est que tu vas gagner. Ici, le travail ici, ça dit que tu échanges tes efforts contre l'argent. Et les business person, tu as compris le système, tu fais les leverage, tu accumules les efforts des autres pour faire de l'argent. Donc, l'investisseur ici, tout le monde peut le faire en mettant son argent à tes services. Rich Dad Poor Dad, c'est un bon livre, je souhaite. Et puis, je vais prendre la copie, je vais le mettre encore dans le groupe WhatsApp. Ceux qui n'ont pas eu la semaine, la fois dernière, ils vont essayer d'écouter. C'est un livre très important, très, très important dans la vie d'un entrepreneur. Alors, c'est ça ici le même cadran que j'ai pris la copie des Français, en français qui est là, pour regarder. Alors, juste pour les faits de bonne cause, terminer mon exposé, j'avais commencé à expliquer ici ce qui concerne l'entrepreneur en général. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui doit s'adapter à toute preuve, à toutes les conditions, essayer de s'adapter à tous les moyens. Et ce que vous allez avoir comme situation à passer pour arriver à atteindre vos objectifs. La flexibilité. Il faut mettre ce genre de discipline avec vous. Okay. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui s'adaptent à beaucoup de situations au cours de leur mission et, et sont ouverts au changement. Être prêts à faire les changements. Ils peuvent rapidement ajuster leur plan et leur plan et stratégie en réponse à la dynamique du marché et aux nouvelles informations. Voilà. Alors, c'est vraiment ça la clé de ce que moi je pense que pour un entrepreneur, il est important de s'adapter facilement et être aussi flexible. Voilà un peu pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait un effort de ne pas dépasser 1 heure et il va rester comme 20 minutes et je vais laisser à vous qui êtes présents ici de poser des questions sur ce que nous avons vu ou bien si vous avez des questions qui vous tracassent dans ce programme, je suis là, je vais répondre et puis après, on va clôturer. Il va être 2 heures chez moi ici et moi, je vais aller dormir. Vous êtes déjà debout. Merci beaucoup à vous l'antenne, mon gars. Allô? Ah oui, Est-ce qu'il y a une question ou bien des questions par rapport à ce que on vient de parcourir là? bon, présentement, nous sommes deux, hein. OK, Il y a pas de problème. celui qui est venu et qui est reparti. Donc, par rapport à l'exposé, a été clair et ça a été bien dit. Parce que
dans la vie, si on a du mal à nous adapter, si on n'est pas flexible, ça veut dire qu'on devient fixe. Et en étant fixe, là, je pense que le développement sera difficile. Par exemple, si on prend l'eau, par exemple, pendant l'hivernage, quand la pluie tombe, on remarque qu'il y a des endroits qui sont profonds et qui conservent l'eau. Maintenant, après la fin de l'hivernage, si on repart observer cette eau-là, on remarque que cette eau-là dégage une odeur nauséabonde. Et même les herbes qui vivaient au fond de cette eau-là ont tendance à mourir. Ce qui veut dire que n'importe quel être ne peut pas se développer dans un environnement qui est pareil. Mais avec la notion d'adaptabilité et de la flexibilité, donc c'est une sens pour n'importe quel type de personne de contourner les obstacles qui se présentent à lui. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'est un outil très bon, un outil qui peut vraiment permettre à n'importe quel type de personne ambitieuse de vraiment euh, mettre la lumière sur le sommet de ces projets. Donc, revenir encore sur le mindset, parce que tout est dans le cerveau. C'est le cerveau qui commande, c'est l'ordinateur qui commande presque tout notre corps et toutes les activités que les gens mènent. Si ce cerveau-là est malade, ou bien s'il y a l'obscurité dans ce cerveau-là, ça sera difficile pour que vraiment la personne puisse persévérer, puisse s'adapter et puisse être flexible. Avec toute la recherche que nous avons en Afrique, mais les gens, chaque jour, se réveillent et ils sont sur place. Ils sont là à pointer le doigt à l'autre. Et finalement, ça devient des querelles interminables. Voilà pourquoi moi, j'ai aimé, je me sacrifie vraiment à suivre ça. Parce que, comme vous l'avez dit, le développement de l'Afrique doit provenir des Africains. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vous rends la parole. C'est Mamadi depuis le Sénégal. Merci beaucoup. Merci vraiment surtout de vos sacrifices, d'essais que vous avez. Toutefois que je regarde, quand vous me posez des questions, ou bien quand vous intervenez, ça fait vraiment partie de ce que moi, je crois que nous sommes capables, les Africains. Vous êtes professeur de carrière, vous avez les atouts devant vous et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de partager aux autres. Voilà. Merci vraiment de tout cœur. Et puis je vois mon ami, l'autre, comment, shérif, il est tombé. Donc, c'est pas grave. Et les autres, les gens des Goma ont des sérieux problèmes. Je sais pas donc qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on va les laisser. Ils vont avoir la vidéo de toute façon. Et pour moi, c'était un grand plaisir de partager ces genres de connaissances avec les gens qui sont aussi prêts à apprendre et les gens qui sont prêts à aller dans le front pour ce que nous cherchons. Voilà, pas autre chose. Sinon, on se dit à la prochaine pour une autre intervention comme celle-ci. Bonne journée là-bas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. OK, au revoir. Hey, amon fasana. Ifur banjalan. Itu tal. Musuran jakut.